Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie. Donc nous avons maintenant deux atomes qui sont liés par une interaction chimique, une liaison ionique ou covalente, et voyons comment ils se comportent. Si ils sont un peu éloignés, ils vont avoir tendance à s'attirer à cause du fait que la liaison, par exemple une attraction électrostatique, comme pour le sel que nous avons vu, ou pour la mise en commun des électrons. Mais s'ils sont trop près, à ce moment-là, les atomes vont commencer à s'interpénétrer. C'est-à-dire que leurs nuages électroniques vont commencer à se recouvrir. Et comme les électrons se repoussent les uns les autres, il y aura une forte répulsion. On peut traduire ça par un potentiel typique, donc dès la distance entre les deux atomes, et le potentiel qui est appelé potentiel de Morse, qui est un potentiel typiquement de ce type. Alors le potentiel prend cette forme comme ceci. Donc, le potentiel tend vers l'infini quand la distance tend vers 0, parce que cela exerce une forte répulsion contre la pénétration des deux atomes. L'énergie potentielle tend vers 0 à l'infini. C'est un choix, mais un choix assez naturel. Les deux atomes étant très loin, ils sont libres, il n'y a pas d'énergie qui intervienne entre eux. Et on constate un minimum de l'énergie qui correspond à la position d'équilibre et qui donne ainsi la distance d'équilibre des deux atomes. Il est fréquent que leur énergie ne soit pas tout à fait minimale, et donc ils ont tendance à osciller entre ces deux positions, c'est-à-dire que la molécule vibre. L'énergie, ici, cette hauteur-là, est l'énergie de liaison. L'énergie, une fois l'état lié, est plus faible que pour des atomes séparés. Et pour les briser, pour les séparer, il faut fournir cette énergie. Par exemple, avec des chocs, par exemple avec de la température, donc avec des collisions de l'agitation thermique, ou avec d'autres processus chimiques ou de la lumière, par exemple. À ce moment-là, les deux atomes peuvent se séparer. Cette liaison est stable parce que l'énergie est plus petite à l'équilibre. Si les atomes se lient, cette énergie est libérée sous forme de photons, de chaleur, de vibrations, etc. Et on parle alors de réaction exothermique, parce qu'elle va dégager l'énergie, par exemple, de la chaleur. Et une fois liés, ils ne vont pas se libérer tout seuls, parce qu'il faut fournir de l'énergie pour sortir du puits, ce qu'on appelle le puits de potentiel. La liaison peut être instable pour des atomes qui ne se lient pas chimiquement. Dans ce cas-là, le potentiel a plutôt une forme comme ceci. Et dans ce cas-là, les atomes ont tendance à se repousser pour diminuer l'énergie de répulsion et ils s'éloignent l'un de l'autre. Dans certains cas, la situation peut être une liaison instable, mais qui peut exister quand même. Alors voyons ça. Dans ce cas-là, le potentiel a typiquement une forme comme ceci, ce qui est assez fréquent. Dans ce cas-là, l'énergie d'équilibre est positive. Et donc, normalement, les atomes auraient tendance à se repousser et à s'écarter pour libérer cette énergie. Mais dans ce petit creux, c'est un minimum,
Et donc, les atomes ont tendance à rester liés. Pour pouvoir s'éloigner suffisamment, ils devraient passer par cette limite, qu'on appelle une barrière de potentiel, pour laquelle il faut fournir de l'énergie pour franchir cette barrière. Et une fois passée la barrière, alors, ils peuvent s'écarter et libérer cette énergie. L'énergie que l'on doit fournir pour passer la barrière de potentiel est appelée énergie d'activation. Elle peut être fournie de diverses manières, là aussi avec des chocs, avec de la chaleur, par exemple avec une flamme, une simple allumette. Et une fois que la barrière est franchie, une grande quantité d'énergie est libérée, beaucoup plus grande que l'énergie d'activation. Cette énergie libérée peut servir d'énergie d'activation pour d'autres molécules, et la réaction alors s'auto-entretient d'elle-même. C'est ce qu'on appelle un mécanisme de combustion, où la réaction ne se produit pas spontanément, mais il faut apporter une certaine énergie pour ensuite laisser la réaction se dérouler toute seule. Si la barrière est très petite, alors il ne faut pas beaucoup d'énergie, la simple agitation thermique à température ambiante peut suffire, voire les effets quantiques qui peuvent permettre de franchir cette barrière, et dans ce cas-là, ça peut se déclencher spontanément. Certains produits sont stables et puis spontanément s'enflamment. Si l'énergie libérée ici au total est extrêmement grande, ce qui arrive, alors la réaction peut carrément être explosive. Les explosifs sont des réactions chimiques de ce type. Voilà pour les liaisons chimiques. Alors, dans les solides, donc on a vu des molécules isolées. Et ça, c'est typiquement des gaz, des liquides, où les molécules se déplacent un peu n'importe comment. Dans les solides, toutes les molécules se lient ensemble. Et elles ont tendance à former des structures, souvent des structures périodiques. Par exemple, le sel, les atomes NaCl s'organisent de manière périodique, Cl, Na, Cl, Na, etc. Donc, dans une structure périodique. Le sodium étant chargé positivement, il attire les chlores négatifs de tous les côtés, et les chlores attirent les sodiums de tous les côtés, formant ainsi une structure stable. Une telle structure périodique s'appelle une structure cristalline. La géométrie de cette structure, de ces mailles, est très variable, et elle dépend des tailles des atomes, de leur encombrement, et des types de liaisons. D'exemple, rappelez-vous, dans la molécule d'eau, l'angle entre les deux hydrogènes. Et ainsi, par exemple, le sel cristallise dans une structure cubique, typiquement comme celle-là, mais à 3 dimensions, bien sûr, alors que l'eau a plutôt une structure hexagonale, en nid d'abeille, ce qui, dans les cristaux de glace ou de neige, donne des formes souvent assez jolies. Il n'est pas rare, dans les structures cristallines, que les cristaux soient très petits. On a de minuscules cristaux, ils sont tous collés les uns aux autres, de manière désordonnée, et souvent, il est fréquent qu'on ne voie pas visuellement, avec facilité, l'orientation des cristaux, en particulier si la matière est opaque. Et c'est par exemple le cas des métaux. Les métaux sont tous cristallins, mais ce n'est pas flagrant. Quand les cristaux ont tendance à être gros, et en plus visibles, parce que par exemple ils sont opaques, ils sont transparents ou translucides, ce qui permet de mieux voir la structure cristalline à l'œil nu, dans ce cas-là, on parle de cristaux. Certains de ces cristaux, bien sûr, pouvant même avoir une valeur pécuniaire, comme en bijouterie.
dans les métaux, ces cristaux ne sont pas visibles, mais ils ont une grande importance dans l'étude des propriétés mécaniques des métaux en métallurgie. Et donc, on étudie ces structures cristallines, par exemple, avec les rayons X. Les rayons X, eux, passent sans problème à travers le métal, du moins si la couche est fine, et ça permet ainsi d'étudier la structure cristalline. Ce ne sont pas les seules structures qu'on rencontre dans la matière solide, il en existe bien d'autres. Il existe par exemple des structures complètement désordonnées, où les atomes les molécules se mettent un peu n'importe comment. C'est ce qu'on appelle des verres. Les verres, comme le verre de bouteille, ou un verre d'eau. Le verre c'est de la silice qui prend une forme dite amorphe, donc non cristallisée. Quand elle est cristallisée, on parle de quartz. Notons que ce qu'on appelle le cristal en verrerie est un verre de très bonne qualité, mais n'est pas du tout cristallin. Il n'a pas du tout de structure périodique. C'est aussi un verre. Il peut aussi y avoir des structures fibreuses. Là, dans ce cas-là, on a souvent de longues molécules qui sont soit alignées, soit enchevêtrées, comme dans le bois, par exemple, avec des fibres de lignine, ou dans beaucoup de structures végétales avec des fibres de cellulose. Parfois, ces différentes fibres peuvent même être liées entre elles. Ainsi, on a des fibres qui sont un peu n'importe comment, mais qui sont rattachées par des ponts moléculaires, par exemple des ponts avec 2 molécules de soufre, qu'on appelle ponts disulfure. Avec les caoutchoucs, c'est ce qu'on appelle la vulcanisation. Les caoutchoucs sont de longues fibres très élastiques. L'ensemble forme un amas de fibres enchevêtrées qui a tendance à être assez mou et à fondre assez facilement, même à température ambiante. Dès qu'il fait un peu trop chaud, ça se ramollit, le latex se ramollit. Et donc, on crée des ponts disulfures comme ça par un procédé appelé vulcanisation, de façon à avoir des caoutchoucs nettement plus résistants, comme ceux utilisés pour les pneumatiques des automobiles ou des vélos. Il y a aussi des structures feuilletées. Par exemple, le graphite est une forme de carbone qui se lie de manière hexagonale et non pas des tétraèdres, comme on avait vu. Ça, c'est typique du diamant. Là, les structures hexagonales qui forment des feuilles, un peu comme de grands nids d'abeilles, et ces feuilles sont empilées les unes sur les autres. C'est la structure du graphite. Ces feuilles peuvent glisser facilement les unes sur les autres, ce qui donne ce caractère assez ductile, assez gras du graphite, qui permet d'en faire des points de crayon, par exemple. Et voilà, alors, voilà donc pour les liaisons chimiques et leur énergie. Dans la prochaine vidéo, nous allons regarder de plus près les atomes, parce qu'on en a pas mal parlé, mais on n'a pas parlé vraiment de leur structure. Donc on va se pencher sur la structure des atomes et on parlera aussi d'énergie nucléaire. Je vous remercie.